Sophocle était un fervent féministe, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ce qu'il écrit de manière fictive correspond à des valeurs qui peuvent être actuelles. Bonjour et bienvenue dans un épisode d'Enquête d'Axio, un podcast réalisé au sein de l'université Rennes 2 par les étudiants de la licence Humanité. Nous mettrons en parallèle un micro-trottoir sur la question du féminisme dans l'Antiquité de plusieurs étudiantes qui nous partagent leur point de vue, suivi de l'analyse d'une professeure de littérature latine, Judith Romain. Peut-on parler de féminisme dans la littérature antique? Je pense que ça dépend vraiment, mais de toute façon, on peut tout le temps en parler, même si c'était pas le sujet à l'époque, ça amène forcément au débat. On ne parle pas beaucoup de ce sujet, parce que même pour les auteurs, on parle que des auteurs. Et sinon, par exemple, les tragédies, les romans, il y a toujours les femmes comme une figure qui appartient à un homme. Et c'est comme toujours les personnages types, comme la mère, la femme, la fille. Et c'est toujours les femmes qui subissent des actions, comme Hélène qui a été enlevée. Je crois que c'est seulement le cas de Médée qui était un peu une exception. Alors pour moi, il peut y avoir du féminisme dans la littérature grecque et latine. Le féminisme, c'est pas quelque chose qui appartient à maintenant, qui est forcément actuel. À partir du moment où dans la littérature on a des personnages féminins, c'est des histoires intimes. Et donc, comme l'intime est politique, il y a du féminisme dans leurs histoires. Par exemple, là, je pense à Phèdre. Donc, pour moi, c'est une tragédie. Ça remonte au lycée, ou ça date un peu, désolée. Mais voilà, elle est montrée comme folle, elle tue ses enfants, tout ça. Donc, c'est vraiment la vision de cette femme qui n'entre pas dans les codes de la féminité, de la mère au foyer, qui élève bien ses enfants, tout ça. On apprend davantage sur la condition de la femme à l'époque. Ça peut nous faire voir un nouveau regard sur la condition de la femme, tout simplement. Après, dans l'Antiquité, de toute façon, les femmes, elles étaient vraiment vues comme inférieures à l'homme, et c'est écrit dans tous les textes d'auteurs qu'on étudie, comme par exemple Aristote, qui écrit que les femmes, de toute façon, sont inférieures. Et donc on peut pas vraiment parler de féminisme parce que c'était vu comme ça et accepté, quoi, un peu. Du coup, parler de féminisme dans tout ce qui est antiquité, c'est un petit peu compliqué parce que si on peut très facilement identifier au cours de l'histoire une structure patriarcale très très forte, notamment dans les cultures, enfin dans la majorité des cultures occidentales, quand on analyse cette structure, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui est notre vision qui calque nos propres biais d'analyse, parce qu'on a une grille de lecture patriarcale vu qu'on vit dans le patriarcat, et la réalité historique des faits. Par contre, on lit la fiction, en fait, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus divers, c'est beaucoup plus varié. On a des femmes fortes, hein. Par exemple, la mère de Néron, femme remarquable par excellence, hein, qui a créé son fils au point où elle lui faisait de l'ombre et il a dû la tuer. C'est fou, ces histoires-là. Et moi, je trouve que ça se retrouve dans pas mal de textes de fiction, notamment la pièce de théâtre Antigone de Sophocle, qui met en scène justement Antigone, qui vient essayer de combattre le pouvoir de son oncle, Créon, qui justement veut le plein pouvoir et ne veut pas donner de sépulture à son frère qui est mort. Et en fait, elle veut combattre le pouvoir. Elle s'oppose à tout le monde, elle s'oppose à son oncle, elle s'oppose à sa sœur. Donc elle s'oppose au pouvoir en place, dominé par des hommes, donc au patriarcat de l'époque plutôt. Et je trouve que justement cette pièce, qui a été en plus écrite par un homme, Sophocle, est pour l'époque une pièce qu'on pourrait quand même considérer féministe. En tout cas, moi, je trouve que cette pièce-là, c'est le vrai visage d'une héroïne. Par exemple, dans l'Antiquité, tout ça, quand on parle de figures féminines très fortes, on parle de Sappho, la poétesse. Le rapport à l'homosexualité, tout ça, c'est des choses qui sont indéniables, mais c'est quand même très compliqué pour moi, je suis pas spécialiste de ça, mais c'est très compliqué pour les historiens de pouvoir trancher. La société grecque est une société ultra patriarcale, ultra viriliste, où on met en avant le rapport d'homme aux hommes, avec même du coup une société qui normalise du coup l'homosexualité, ce qui dans notre rapport moderne, les gens très machistes et tout, on a tendance à associer l'homosexualité à la virilité. C'est pas le cas chez les Grecs.
Iphigénie, qui a été écrite à la base par Euripide durant l'Antiquité et qui a été écrite par Racine après et réécrite par Tiago Rodriguez. Et en fait, du coup, c'est 3 hommes qui ont réécrit le mythe d'Iphigénie. L'histoire, c'est que c'est la fille du roi qui, selon l'oracle, doit se faire sacrifier pour que les vents reviennent dans le pays et que les bateaux puissent partir, les Grecs puissent partir à la guerre à Troie. C'est une réécriture par 3 hommes dont le traitement de ce personnage féminin est différent. Donc, Euripide fait pas mourir cette personne-là, mais par contre, Racine la fait mourir et Tiago Rodriguez ne la fait pas mourir. Et en fait, il y a toute une partie à la fin de la pièce où justement elle parle de elle et sa vraie volonté et le fait que ça soit que des hommes et que des gens qui choisissent pour elle qu'elle doit mourir et dans quelles conditions elle doit mourir. Et par exemple, dans la version de Tiago Rodriguez, qui est la plus récente, elle ne meurt pas à la fin. C'est les femmes qui Clytemnestre, du coup la mère de Iphigénie, qui aussi se rebelle entre guillemets et qui reprend le pouvoir vis-à-vis de son mari. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment, selon les époques, c'est pas écrit pareil, mais il y a quand même ce truc de Iphigénie, elle reprend son contrôle vis-à-vis des hommes, mais soit elle meurt pas. Mais dans tous les cas, il y a un truc de résistance. Et donc du coup, c'est comment reprendre le pouvoir vis-à-vis des hommes. Et en fait, ça se fait sur 3 pièces écrites par 3 auteurs de 3 générations différentes. Pour revenir sur la problématique qui est propre à l'histoire, c'est que quand on analyse des sociétés antiques comme les Grecs ou les Romains, on arrive à un souci dans notre compréhension de la société qui est lié aux sources qu'on utilise. Moi, je suis plus spécialiste de la Rome antique que de la Grèce antique, mais pour la Rome antique, on a un problème qui est caractéristique dans le sens où on a 2 façons d'aborder l'étude de la société romaine. Soit on le fait par des sources de fiction, donc des récits, des poèmes, des choses comme ça. Soit on le fait par des sources de lois. Des lois, des textes. Les Romains sont très fans de ça, d'écrire les lois et tout ça, des discours de jurisprudence. Et en fonction de comment on étudie, de quelles sources on utilise pour étudier la société, on va avoir un résultat très différent, notamment dans le cadre des rapports hommes-femmes et donc dans le cadre un peu du féminisme. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je suis Judith Roman, j'ai fait des études de lettres classiques et j'ai fait une thèse de doctorat sur l'épopée latine et sur l'Énéide de Virgile en particulier. Donc, je travaille globalement sur la poésie latine, principalement sur l'épopée, et en général, je m'intéresse plutôt aux questions d'effet de lecture. Puisque c'est un podcast axé sur le féminisme, nous souhaitons savoir si on peut vraiment parler de féminisme dans la littérature grecque et latine ou si on constate des figures féministes. Alors, dans la littérature latine de l'Antiquité, qui est celle dont je peux vous parler moi, je pense que honnêtement, on ne peut pas parler de féminisme à proprement parler. Par contre, ça reste intéressant et pertinent de regarder les œuvres antiques avec le regard des études modernes sur le genre. Alors, c'est pas quelque chose que je fais, mais j'ai des collègues qui le font et ça peut avoir un intérêt. Sur le plan des figures, du coup, je vais vous répondre qu'il n'y a pas vraiment de figure féministe, à mon sens, dans la littérature antique. Par contre, des figures féminines qui ont marqué l'histoire de la littérature, des arts et l'imagination, il y en a évidemment. Il y a évidemment Didon, mais sur le plan, quelque chose qui pourrait se rapprocher un petit peu du féminisme, en tout cas des figures un peu à part. Je pense à Camille dans l'Énéide de Virgile justement, qui est la reine du peuple des Volsques et qui est une femme qui vient combattre au milieu des hommes, voilà, dans un monde épique qui normalement n'accueille pas les femmes comme combattantes, et au sujet de laquelle on a pu tracer un héritage avec les Amazones, mais aussi en aval aller chercher jusqu'à Wonder Woman pour l'héritage. Est-ce que la littérature antique reflète cette société patriarcale ? Qu'en est-il de la place des femmes ? Alors, je dirais qu'on peut estimer que la littérature reflète la société patriarcale de l'époque, mais qu'il faut quand même être prudent. D'abord parce que l'époque, c'est très vaste. Rome, c'est de 753 avant Jésus-Christ au 5e siècle après. Donc les choses évoluent, y compris pour la condition féminine. Je vous donne un exemple. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, sous Auguste, on a fait
évolué. On a limité un peu le pouvoir du mari et du père de famille, le pater familias. Donc traditionnellement, on disait que le père de famille avait droit de vie et même de mort, qui pouvait punir et voire mettre à mort sa fille, voire son épouse. Et à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc sous Auguste, il y a une loi sur l'adultère qui paraît et qui impose des conditions, des limitations au droit de mise à mort. Alors, c'est pas en réalité dans une perspective de défense des femmes sur les violences faites aux femmes. C'est comme le signale mon collègue Louis Autin, l'idée c'est pas de protéger les femmes de la violence en fait, mais de les préserver parce qu'elles sont un instrument qui permet la perpétuation des lignées. Donc on en a besoin. Donc ça c'est une première chose. Attention à l'époque, les choses évoluent. Autre élément, il faut aussi raisonner en termes de classe sociale. La société romaine est extrêmement hiérarchisée. Donc la vie des femmes dans l'aristocratie, dans la plèbe et chez les esclaves, sachant que les esclaves, juridiquement, ils sont plutôt du côté des animaux, c'est quelque chose de très différent. Donc on peut pas parler de manière unifiée. Et puis, concernant la littérature, de la même façon, il y a différentes époques, il y a aussi différents genres littéraires et ces genres sont très codifiés. Donc l'historiographie, par exemple, c'est une source précieuse pour nous, mais du côté des genres fictionnels, les genres poétiques, c'est évidemment à prendre avec des pincettes sur tout ce qui est refléter la réalité de la société. On peut dire qu'ils reflètent les mentalités, mais pas forcément au sens d'un reflet fidèle où il faudrait prendre exactement pour acquis ce qui va se passer par exemple sur une scène de comédie. Et ça, on voit aussi avec le rôle des esclaves dans la comédie, évidemment que ça se passait pas de la même façon dans la société. C'est même une inversion des mécanismes de domination. Et par exemple, si vous pensez aussi à l'élégie, c'est un genre qui est très codifié, qui prône l'enrôlement du poète au service de l'amour. Et donc, on peut penser que dans une certaine mesure, certains éléments reflètent la vie plus libre d'une certaine classe sociale, la classe sociale la plus élevée, mais avec prudence, parce que ça prend aussi le contre-pied de tout un tas de valeurs romaines. Alors, on sait qu'on attend des femmes de se marier, d'avoir des enfants, mais est-ce qu'on a des exemples dans la littérature de femmes qui sont restées célibataires ? Alors, globalement, on attend d'une femme qu'elle se marie, mais donc, comme on l'a vu, il faut faire attention à la question de la période et à la question des classes sociales. Donc, dans les hautes classes sociales, on attend que la femme remplisse son rôle, c'est engendrer des héritiers. Mais on sait aussi que parfois, il y a des veuves qui ont pu rester veuves. Il y a par exemple la notion d'uniwira, la femme qui reste la femme d'un seul homme, et celle-là, on la retrouve à travers les différentes époques. Dans les classes de marchands, par exemple, on a des traces de femmes qui ont mené leur affaire, qui ont mené leur commerce. Donc, encore une fois, c'est très variable, mais ce qui est sûr, c'est que dans la haute société, on attend globalement que la femme se marie et se remarie, voire divorce de son mari pour aller engendrer des enfants chez un autre homme qui n'en a pas eu la possibilité. Trouvez-vous problématique que les textes sont écrits seulement par des hommes et qu'est-ce que nous devons en penser ? Alors, je sais pas s'il y a à juger. Si on va par là, il y a en fait, très honnêtement, énormément de choses qui sont problématiques dans la civilisation romaine si on la juge à l'aune de notre époque et de nos mentalités. L'esclavage, par exemple, l'impérialisme. Sauf que travailler sur la Rome antique et sur la littérature antique, enfin je crois, c'est prendre en compte cet écart de temps entre nous et les Romains. Ça veut pas dire accepter comme si c'était bien, ça veut dire prendre conscience de cet écart, de cette différence-là. Et donc, en l'occurrence, prendre acte du fait que oui, dans leur écrasante majorité, les écrivains sont des hommes. Il y avait probablement des femmes écrivaines à cette époque-là. Est-ce que vous pourriez nous parler de certaines d'entre elles ? Les exemples qu'on connaît dans l'Antiquité, du côté grec, c'est la célèbre poétesse Sappho. Moins connue, je pense, à Rome, il y a la poétesse Sulpicia, qui appartient à la génération élégiaque, donc c'est l'époque d'Auguste. C'est un peu les deux femmes dont on est des vers. Après, Ovide, dans Les Tristes, évoque une poétesse qui s'appelle Périlla, mais on ne sait pas exactement si elle a existé ou pas. Donc c'est vrai que ça reste assez mince en termes de nombre. Et pour finir, est-ce que nous pouvons parler de consentement ? Je dirais, en fait, on peut se dire que c'est un peu comme la question du féminisme, c'est quelque chose de
très contemporain à notre époque. Mais Florence Klein, chercheuse en littérature latine, a travaillé sur le fait qu'il y a certains poètes qui parfois, dans leur façon d'explorer les mythes, en prenant le point de vue d'une femme qui est enlevée, vont en creux s'approcher de quelque chose qui pour nous pourrait ressembler à la question du consentement ou du non-consentement. Par exemple, elle a montré que dans l'Europe de Moskos, c'est Europe qui est enlevée, il y a l'idée quand même d'une forme d'éveil au désir et on peut se demander si d'une certaine façon elle est consentante ou elle aurait même peut-être provoqué un petit peu la chose ou aurait été dupée. En fait, ça rejoint plutôt la culture du viol que la question du consentement, mais du coup, dans la culture du viol, en creux, il y a quand même vraiment en creux, une question consentement, non-consentement, mais on a globalement que des points de vue masculins, hormis Sulpicia, la poétesse dont je vous ai parlé, qui représente quand même une femme comme sujet désirant, et Sappho aussi. Merci à Judith Roman, mais aussi aux étudiants Louis, Lia, Xenia, Prune, Perrine et Pauline.